Bonjour, bonjour et bienvenue en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à beaucoup de sujets dont on a envie de parler avec Issa Abdou qui est là sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Léonard Rodier, bonne année 2021 puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le faire depuis qu'on a eu la nouvelle année. Et à travers vous, les auditeurs et auditrices de Kwezi FM et par extension les Maoraises et les Maorais, à commencer par les habitants de Dembéni et Bandrélé. Évidemment. Issa Abdou, qui sont les meilleurs, comme chacun sait. Vous avez raison de les citer. Issa Abdou, d'abord, quel est votre sentiment après ce qui s'est passé, tous ces événements qui se sont passés en Petite Terre le week-end dernier? Un sentiment de profonde tristesse. Je pense qu'on ne reconnaît pas notre île quand on vit des moments comme ça. 3 décès en un week-end. Et je veux, en disant cela, avoir une pensée particulière pour les familles qui sont touchées par ce triple meurtre. Et puis, dire au fond, lorsqu'on a eu l'émotion qu'a suscité le lynchage à Paris de ce jeune francilien, émotion compréhensible par ailleurs, et qu'il y a eu ces 3 décès en Petite Terre un week-end, et que ce ne fut pas la même émotion au niveau de Paris, c'est un sentiment de tristesse là aussi. Je pense qu'il ne peut pas y avoir 2 poids 2 mesures. Et si vous le permettez, je vais me faire l'apôtre de l'initiative qu'il faut louer de nos grands élus qui ont adressé une lettre au au Premier ministre plus exactement, à l'aune de laquelle lettre, eh bien, il demande un élément central, une idée motrice qui consiste à mettre en place un état d'urgence sécuritaire sur l'île, dans la même veine que ce que nous faisons au niveau de la santé, un état d'urgence sanitaire, donc calqué sur ce modèle-là pour donner les moyens à ce territoire de s'en sortir sur ce plan-là. Et au fond, quelle est la démarche? C'est d'abord faire le constat qui est partagé par tous. Et je voudrais citer le constat que fait le procureur de la République, par exemple, qui est partagé par tous. Le procureur Yann Lebris dit, je cite, « Depuis octobre, nous avons constaté de manière tout à fait inhabituelle une augmentation du nombre de délits, de leur fréquence, de leur gravité et du nombre d'individus impliqués, une escalade sans précédent où 150 à 200 faits principalement de vol et violence en réunion sont recensés et qui ont trouvé leur paroxysme avec ce triple drame qu'on évoquait tout à l'heure de Petite Terre. Donc c'est ce constat que fait tout le monde, c'est ce constat qu'ont fait les 6 grands élus de Mayotte, le président du département, Soubahdine Ibrahim Ramadani, les 2 sénateurs, les 2 députés et le président de l'association de maires. Ils l'ont d'abord fait de vive voix devant le préfet, représentant de l'État ici à Mayotte, parce qu'on ne le dira jamais assez, la sécurité, c'est d'abord l'affaire régalienne de l'État, et donc qui est de mieux que le représentant délégué du gouvernement, qui plus est ici à Mayotte pour le dire, et au-delà des mots, c'est ce courrier qui a été adressé au Premier ministre. Et au fond, on invite d'abord les ministres concernés par le sujet à venir sur le territoire. Ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, ministre des Outre-mer, et j'oublie c'est les 3 les 3 ministres, pardon, voilà, les 3 concernés. Le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer, pour venir faire le même constat que j'indiquais tout à l'heure, cette fois-ci corps présent, en présentiel, pour reprendre un vocabulaire covidien. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il viendrait une fois que la situation sanitaire le permettrait. C'est important. Et au-delà du constat, Léonard Rodier, c'est cette considération. C'est ce sentiment qu'ont les Maorais d'être abandonnés. Je l'indiquais tout à l'heure, ce 2 poids 2 mesures. Et donc les Maorais, à travers nos grands élus, réclament cela à corps et à cri. Et au fond, une fois qu'on a dit ça, l'idée centrale que j'indiquais tout à l'heure de l'état d'urgence sécuritaire, de quoi s'agit-il? C'est un élément qui va donner les moyens, comme je l'indiquais tout à l'heure, à ce territoire de s'en sortir et qui repose sur 3 piliers. D'abord les moyens qui doivent être pérennes parce que calibrés
à juste hauteur de la démographie réelle de ce territoire, mais aussi réelle par rapport au nombre de délits et de délinquances que subit ce territoire. Ce sont aussi des moyens juridiques, parce qu'il faut une cour d'appel et un tribunal de plein exercice sur ce territoire, mais également un deuxième commissariat à Congo, par exemple. Le deuxième pilier, c'est la question liée aux mineurs et aux jeunes majeurs. Mineurs parce qu'il faut étendre la circulaire Taubira sur ce territoire, faire en sorte que nous désengorgions ce territoire, permettre que ces jeunes qui nous posent problème puissent aller ailleurs aussi, au nom de la solidarité nationale. Ça se passe ailleurs, pourquoi pas ici à Mayotte. Et puis, s'agissant des jeunes majeurs, et j'étais heureux d'entendre cette ordonnance de 45 qui a été revue et corrigée. Oui. Nous avons fait des propositions et il faut aller plus loin. Il faut saluer l'initiative, mais il faut que l'État, s'agissant de sa mission, et notamment la PJJ, mette en place les moyens qui permettent de prendre en charge ces jeunes majeurs qui nous posent problème. Je pense notamment au centre éducatif renforcé, puisqu'il y a le centre éducatif fermé, qui n'existe pas encore à Mayotte. C'est le renforcé qui existe à Mayotte. Mais en plus, il y a peu de place. Il n'y a que 8 places, donc ouais. il faut aller plus loin. Donc ce sont ces outils-là qui doivent être ici à Mayotte. Et puis le troisième pilier, c'est celui, et c'est très important, lié à la coopération régionale. Il faut fixer la population comorienne partant du constat que la délinquance a aussi un lien évident avec l'immigration clandestine, parce que la délinquance de survie, ça a été démontré, c'est une réalité. Et donc les grands élus font aussi ce constat, et c'est le troisième pilier, qu'il faut fixer cette population sur place. Ça passe par une éducation, ça passe par la santé, ça passe par l'économie, mais ça suppose que le gouvernement comorien joue le jeu. Et au-delà de cette coopération, il faut aller plus loin en impliquant l'Europe cette fois-ci par Frontex pour protéger nos côtes, pour protéger nos frontières, et puis l'espace Schengen qui permet, comme chacun sait, eh bien, de libérer ces séjours made in Mayotte, faire en sorte que on désengorge ce territoire en permettant eh bien, ce séjour-là spécifique eh bien, puisse aussi aller ailleurs et ce faisant faire respirer ce territoire qui en a besoin. Donc voilà les trois piliers qui font reposer cet état d'urgence si on doit donner les chances à cet outil pour que ça marche. Et voilà ce qu'on dit à l'aune de ce courrier adressé au Premier ministre, les grands élus de Mayotte, qu'il faut saluer parce que c'est un esprit de concorde véritablement qu'il a apporté et c'est rarissime et c'est bien que face aux enjeux colossaux, eh bien, nos élus parlent d'une seule voix et c'est heureux. Un autre enjeu qui est très important à Mayotte, c'est l'enjeu de la santé. On a vu que le taux a explosé. Maintenant, il y a, en plus du couvre-feu à 18h, il y a les 3 communes qui sont en confinement. Ça devient dangereux. Ça vous inquiète ? Ah, plus que ça. Je pense que la tournure des événements, l'évolution dangereuse, la courbe du Covid ici à Mayotte est vraiment inquiétante. De quoi s'agit-il ? D'abord le constat là aussi. Et vous l'avez dit dans vos éditions depuis ce matin, il y a le taux de positivité qui est de 14%, le plus haut de France aujourd'hui. Il y a 285 cas s'agissant de l'indice... l'indice de... Les proportions, entre 100 000. Tout à fait. Le taux d'incidence, ouais. Le taux d'incidence qui est de 285, là où il était de 50 il y a encore une semaine. Et dans le détail, vous avez Pamandzi, c'est 800 sur une population de 100 000 habitants, 700 à Bouéni, il y a un peu plus de 500 à Dzaoudi l'abattoir, et j'ajoute, les 3 communes, vous l'aurez compris, ont été confinées et c'est tant mieux. 50 cas de variants sud-africains qui ont été détectés. Ça prend le dessus. Hein. Exactement. Là aussi, ils étaient autour de 4 il n'y a pas si longtemps. Il y a 5 décès depuis le début de l'année et puis un décès lié au variant anglais cette fois-ci. Et l'élément nouveau, là aussi, signe particulier, Léonard Audier, c'est que ça touche toutes les couches de la société, toutes les classes d'âge, y compris, et c'est une première là aussi, les moins de 14 ans. Alors, il y a une jauge qui nous permet de mesurer cela, c'est le 15, le numéro que la population appelle, qui a explosé, plus de 50% d'augmentation d'appels. Il y a les admissions aux urgences, les admissions en médecine, 44
là où ils étaient un peu plus de 7 il y a encore une semaine. Et puis, il y a en réanimation, il y a 4 patients qui sont en réanimation. Là aussi, ça a fait un bond extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, dire qu'il faut que nous continuions le vaccin. Ce soir, nous allons atteindre les 1170 personnes vaccinées à Mayotte. Il faut aller plus loin. Nous continuons à dire, et je m'évertue à dire que les doses, la quantité de doses accordées ici à Mayotte n'est pas suffisante, et donc il faut aller plus loin, réclamer qu'il y ait plus de doses parce que les Maoris, contrairement à d'autres, sont demandeurs de vaccins. Et le conseil scientifique expliquait que Moderna est plus efficace s'agissant de la lutte contre le variant sud-africain notamment. Eh bien chiche, il faut que il y ait plus de doses liées au Moderna que Pfizer, puisque... Et c'est la volonté du ministre des Outre-mer, hein, que Moderna soit privilégié pour les Outre-mer, donc pour Mayotte. Au-delà des mots et faisons de Mayotte, puisque la situation est celle qu'on a décrite tout à l'heure, eh bien, allons-y et allons-y maintenant. Et donc, c'est un premier élément de réponse qu'il faudra apporter, mais il faut également, et j'étais heureux d'entendre que c'est une démarche que nous avons faite là aussi, pour qu'il y ait la réserve sanitaire sur ce territoire. Dès dimanche, il y aura... une première salve d'infirmiers, de médecins. Des spécialistes en réanimation au service des urgences. Tout à fait, et c'est heureux. Tout comme je m'évertue à expliquer et à me bagarrer pour qu'il y ait là aussi par anticipation le nombre de lits qui doit augmenter pour parer à une éventualité d'explosion de cas. Et tout porte à croire que nous sommes en train de prendre le chemin. Mais au-delà de tout ça, il faut, parce que je suis convaincu que la meilleure des protections reste le respect des gestes barrières, le respect des consignes que distillent les autorités. Il faut éviter les attroupements, il faut éviter les rassemblements inutiles, parce que c'est ce qui va nous permettre d'éviter le confinement. Le confinement, vous savez, c'est ce que personne ne souhaite, parce qu'on a vu les conséquences dramatiques sur le plan de l'économie et sur le plan social. Et donc, c'est quelque chose que personne ne souhaite. Et si on veut éviter cela, eh bien, autant que faire se peut, respectons les gestes barrières, parce que ça reste, à mon avis, et à ce jour, la meilleure des protections. Kamar Boura, une question à vous poser par Skype. Alors, mon cher Isabdou, bonjour ou rebonjour. D'abord, la première question que je vais vous poser, monsieur Isabdou, c'est profiter de l'occasion, puisque vous êtes là ce matin, revenir un peu sur la santé de l'hôpital. L'hôpital de Mayotte va très mal. Notamment, moi, je reviens juste sur cette manifestation de nos sages-femmes, ce personnel soignant que nous avons tous applaudi pendant cette crise sanitaire, mais surtout ces sages-femmes aujourd'hui qui se retrouvent un peu désœuvrées avec les conditions de travail que nous connaissons, les salaires misérables comme elles nous les ont expliqué sur ce plateau. Est-ce que là, l'appel, vous aussi, de votre côté, président, en tout cas du CHM Mayotte, est-ce que c'est venu jusqu'à vos oreilles? Qu'est-ce que vous pensez faire, en tout cas, pour ces sages-femmes de Mayotte qui restent aujourd'hui l'une des plus grandes maternités d'Europe? Vous me donnez d'abord l'occasion, bonjour Kamar, oui, saluer, réitérer ce discours qui consiste à saluer le travail remarquable que font les agents du CHM dans une période compliquée, on l'a rappelé tout à l'heure. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à saluer, parce que sans eux, je ne sais pas si le CHM et Mayotte auraient tenu face à la crise. S'agissant des sages-femmes en particulier, je pense qu'il y a là des revendications qui sont légitimes, qu'il faut entendre, et ça suppose qu'il faut que le dialogue social qui existe déjà au CHM, il faut aller encore plus loin. Ça relève pour l'essentiel de la direction et des ressources humaines. Pour ma part, je serai ouvert à entendre ces doléances et essayer d'apporter, dans la mesure du possible, les solutions appropriées. Mais, encore une fois, rendons hommage à ce personnel exceptionnel qui fait face, dans des conditions compliquées, face à la crise. Kamar. Alors, ma deuxième question, Isabdou, on va parler bien évidemment de cette convention que vous avez signée avec la maison Pôle emploi Mayotte. Moi, j'ai envie de comprendre dans cette convention, Isabdou, puisque vous le savez, avec qui dit crise sanitaire, dit forcément crise économique. Beaucoup d'entrepreneurs pensent se séparer de leurs collaborateurs, mais également beaucoup d'entreprises qui avaient la lueur d'espoir de pouvoir embaucher à l'avenir n'y pensent plus. Est-ce que là, dans la convention, il y a un point clé qui va détourner en tout cas le système que nous connaissons aujourd'hui pour pouvoir inciter encore plus d'entreprises à embaucher nos jeunes?
Bien sûr, d'abord, c'est là aussi saluer l'esprit de concorde qui a animé cette convention qui nous lie à Pôle emploi, mais on peut retrouver là aussi des acteurs du territoire. Je pense à la Caisse de sécurité sociale et d'autres acteurs qui œuvrent dans la chose publique et dans le social en particulier. De quoi s'agit-il? Il s'agit de deux choses. Il s'agit de mutualiser les moyens, éviter ce faisant les redondances parce que c'est un élément bloquant souvent, mais faire en sorte là aussi d'être complémentaire sur un sujet crucial que l'emploi de nos concitoyens. Mayotte, territoire où 35% de sa population active qui est au chômage, là aussi un record de France, et donc ça nous oblige à être efficient, en tout cas essayer de l'être. C'est l'esprit qui a animé cette rédaction, la rédaction de cette convention. L'idée, au fond, c'est d'accompagner au mieux cette population qui a des difficultés et qui, parfois, il faut lui tenir la main pour qu'elle s'en sorte. C'est vraiment ce qui nous habite et c'est l'ADN de l'action sociale du département. C'est par exemple ce qui nous a amené à demander et à obtenir que le RSA, en tout cas son volet socle, soit repris par l'État. Nous sommes au 1er janvier 2019. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est quelque chose qui plombait nos finances, mais le plus important pour nous, c'est que ça nous permettait, nous délestant de cette partie-là, qui est qualifiée souvent, à tort ou à raison, comme un volet lié à l'assistanat, et bien de nous consacrer plus sur le volet insertion. Insertion de cette population, la dignité, Léonard Audier, de la personne humaine, c'est quand même un emploi, c'est quand même s'en sortir dans la vie, c'est son insertion sociale. Et donc, c'est l'idée que nous faisons, et c'est cette démarche-là, au-delà des mots, qui permet à accompagner ce public. Le pacte territorial d'insertion que nous avons mis en place permet justement d'accompagner ce public vers l'emploi. Et donc, c'est cet élément qui permet là aussi, avec Pôle emploi en charge de thermomètre, si j'ose dire, de l'emploi sur le territoire et de faire en sorte que nous accompagnions au mieux ce public vers l'insertion. Issa Abdou, il y a des commissions en France qui s'organisent au niveau santé à tous les niveaux et qui auditionnent tous les départements de France. Vous avez été auditionné. Qu'en est-il ressorti? D'abord, c'était une belle audition. C'est la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ça n'arrive pas tous les jours. Et c'est vrai que c'est une démarche nationale. Hein. C'est tous les départements qui sont auditionnés. Mais c'est vrai que il y avait une résonance particulière pour nous parce que la question liée aux mineurs non accompagnés, puisque c'était de ça qu'il s'agissait, a pris un virage particulier. Donc il était bon pour nous de dire la réalité du territoire, de dire combien le territoire était hors norme s'agissant de cette question et de la même manière faire des doléances en expliquant que si on veut s'en sortir, voilà ce qu'il nous faut sur ce territoire. Ce sont des législateurs, ce sont les personnes qui font la loi, et donc on caresse l'espoir que demain, parce qu'on aura été entendu, que Mayotte puisse bénéficier de dotations nécessaires qui nous permettent de nous en sortir, un peu dans l'esprit de ce que nous avons fait en 2015, lorsque nous avons fait venir l'IGAS pour constater de visu la situation du territoire, qui nous a permis plus tard, on le sait maintenant, d'avoir les compensations qui nous ont permis d'aller de l'avant s'agissant de cette première compétence du département. Donc les auditions, c'est quelque chose de normal que l'on fait tout le temps pour tous les départements. Cela coupe la polémique qui est née des citoyens de Mayotte, qui a circulé sur Internet par rapport à cette audition. Est-ce que pour vous, ce serait quelque part, si j'ose dire, par l'expression, un coup tordu en revue des cantonales parce que vous êtes candidat ? Par principe, je ne réponds pas aux rumeurs, encore moins à la calomnie, donc je ne ferai pas d'autres commentaires. L'idée, c'est ce que je vous ai dit, quelque chose d'institutionnel que nous avons apprécié parce que ça nous a permis de défendre la cause Mayotte et d'aller plus loin. C'était tout sauf un tribunal, c'était tout sauf une audition à charge, et c'est au contraire l'occasion donnée au département de Mayotte de faire valoir ses droits, de faire valoir ses doléances pour qu'elles soient entendues au plus haut niveau. Et croyez-moi, on a saisi l'occasion et j'espère que dans les jours qui viennent, ça se traduira par un texte de loi.
Voilà. Pour le reste, la politique, chaque moment, chaque jour suffit sa peine, comme dirait l'autre. Je pense que compte tenu de tout ce qui précède, de tout ce qu'on a dit, la double crise qui frappe ce territoire, je pense que les Mahorais ne comprendraient pas qu'on entre dans des polémiques stériles, qu'on entre dans une campagne. À mon avis, ce serait déplacé de venir vous annoncer une candidature aujourd'hui, même si les ambitions, les souhaits, les miens sont connus, mais je pense que le moment viendra. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est de nous occuper des Mahorais, et l'actualité nous l'exige. Merci beaucoup, Issa Abdou, d'être venu ce matin. Un vrai plaisir. Merci, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.